suite, je vous propose une autre séquence de data storytelling, cette fois-ci en compagnie du groupe Schneider Electric. Ils s'apprêtent à vous présenter leur outil qui est nourri aussi à l'IA et qui permet d'optimiser la recharge des véhicules électriques, surtout quand il s'agit d'une flotte importante. Pour en parler, on va accueillir Philippe Rambach, Chief Artificial Intelligence Officer, et Aurélie Bergugna, Chief Data Officer Group, qui sont interviewés par Flore Ségalen et Camille Breguet. Hello, my name is Mike Duclef, and I'm leading the Electric Mobility Division at Schneider Electric. Today, 27% of greenhouse gas emissions come from the transportation segment. If we are to reach our goals of 1.5 degrees C rise by 2050, we need to electrify transport, moving from today at 1% electric to tomorrow by 2050, over 50%. Electric vehicles will be key in this transportation segment electrification. Now, consumer charging habits may be different than what you think. Consumers will charge when they stop versus stopping to charge. And the reason for that is that it's more convenient, ranges of electric vehicles in the future will allow for it, and it's cheaper. Now, where do electric vehicles stop? Well, they stop at home, they stop at work, and they stop at what we call destination, commercial, retail center, hotel, restaurant, etc. What that means is that buildings will be at the epicenter of the EV charging ecosystem. And it means that buildings will need more electricity and more energy management. Today, when you connect an electric vehicle to your home, it becomes the largest appliance. And you need to arbitrate between the hairdryer, washing machine, oven, laundry, etc. In commercial buildings, it's the same. You need to arbitrate between building loads, such as heating, such as lighting, such as air conditioning. Today in buildings, when you connect 3, 4, 5 electric vehicles, a typical building can absorb the load. But as we electrify 50, 100, 500, 1,000 parkings in buildings, we need to have a good integration between the panel board or the utility, between the other loads in the building, such as heating and lighting, and between, if it exists, on-site generation and on-site storage. Now, in order to orchestrate all of these components, in order to optimize cost, in order to optimize consumptions, we need to leverage digital. We need to leverage edge control, and we need to leverage cloud services. Artificial intelligence is key to optimizing energy management for electric vehicle charging in homes and in buildings. Here with me next is my colleague Stefan, who will present a live use case of our headquarters in Paris, where we leverage digital and AI technologies inside of our EV charging ecosystem. Le cas d'usage habituel de nos clients est assez semblable à celui de ce bâtiment où nous avons installé 50 chargeurs de 11 kW. Si vous faites un calcul simple, cela équivaut à une puissance instantanée d'environ 500 kW si toutes les voitures sont branchées et en charge simultanément. Il n'est évidemment pas possible de fournir cette puissance sans faire disjoncter le bâtiment. Pour résoudre ce problème, nous avons conçu et développé des solutions de charge intelligentes qui tiennent compte de plusieurs paramètres et contraintes. L'objectif est de limiter le pic de puissance en le maintenant dans une plage acceptable tout en permettant la charge des voitures branchées sur les chargeurs. Comment cela fonctionne-t-il? Schneider Electric a développé une solution appelée EcoStructure pour e-mobility. Nos chargeurs intelligents sont connectés à un système local et cette installation physique est elle-même connectée au cloud dans lequel sont hébergées nos applications et nos analytiques. EcoStructure EV Charging Expert mesure en temps réel le niveau de puissance disponible pour l'infrastructure de recharge. Comment? Il monitore en permanence la consommation du bâtiment, le chauffage, l'éclairage, la climatisation, et la compare à la puissance maximale que le réseau électrique peut fournir. Sur la base de ces informations, il va limiter la puissance allouée à l'infrastructure de recharge et distribuer intelligemment l'énergie à chaque chargeur. Cela permet la charge des véhicules, mais ne suffit pas à garantir la meilleure utilisation de l'énergie. C'est là que la couche analytique entre en jeu. L'algorithme de charge intelligente modélise les différents scénarios en tenant compte d'un grand nombre de données. La production solaire, qui varie en fonction de la météo, les tarifs variables, ainsi que l'origine de l'électricité, renouvelable ou carbonée. Par ailleurs, le système
doit aussi tenir compte des contraintes liées au réseau, comme le signal EcoWatt en France par exemple. En résumé, de nombreuses données doivent être collectées, stockées, triées, pour alimenter une intelligence artificielle qui déterminera les bons profils de charge pour fournir la bonne quantité d'électrons au véhicule, tout en respectant les contraintes de l'écosystème énergétique. L'intelligence artificielle traite cette complexité afin que les voitures soient chargées et que les bâtiments puissent fonctionner avec un coût et une empreinte CO2 optimisés. Cette technologie est déjà disponible et utilisée. Nous travaillons déjà sur les prochaines étapes, le système devenant de plus en plus complexe et interopérable. En conclusion, l'utilisation de la technologie, des données et de l'intelligence artificielle simplifie et accélère l'électrification des véhicules et, par conséquent, la décarbonation des transports. Bonjour Philippe, bonjour Aurélie. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous présenter ce cas ? Alors c'est un cas assez emblématique pour Schneider Electric. Nous sommes une boîte de B2B et donc en général on nous connaît assez peu sur notre contribution dans le quotidien de chacun. Or les voitures, l'immobilité, etc. c'est le quotidien de chacun de nous et on a trouvé que ça présentait quelque chose qui était proche de notre vie courante. Donc ça c'était déjà quelque chose qui était assez important pour nous parce que Schneider accompagne chacun d'entre nous aussi dans la sobriété énergétique et dans la transformation énergétique. L'autre chose aussi qui était assez important pour nous, c'est de montrer comment on peut utiliser l'IA et la data au service de l'innovation. On entend souvent dans des interventions comment on optimise nos process, comment on réfléchit à mieux gérer une entreprise avec un retour sur investissement, etc. Là, nous, on a une stratégie assez agressive d'utiliser la donnée et des technologies comme l'IA dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de nouvelles offres digitales sur nos différents marchés. Et donc voilà, c'était exactement ce qu'on cherchait à faire. Et l'utilisation de la data et de l'IA n'est pas complètement récente chez Schneider, en particulier sur les sujets de décarbonation. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 10-15 ans sur ces sujets ? Oui, absolument. Bien sûr, comme tout le monde, on a une accélération. J'apprends rien à personne ici sur le cloud, les GPU, tout ce qu'on veut. Mais fondamentalement, en fait, l'IA, chez nous, elle s'inscrit dans une stratégie qui s'inscrit dans la mission. La mission de Schneider, c'est d'aider nos clients, voire la planète, à être plus sustainable. Et pour ça, on les aide en étant plus efficaces, en utilisant moins d'énergie, l'énergie plus verte dans leurs processus, dans leurs bâtiments, dans leurs data centers. Et si je remonte l'histoire depuis 15 ans, peut-être même plus, en fait, c'est une espèce de continuum au bout duquel arrive l'IA. On a commencé par fournir des produits pour automatiser, pour faciliter l'utilisation d'un bâtiment et de la climatisation d'un building comme celui-ci, d'un process industriel, d'un data center. Ensuite, nos clients nous ont dit, c'est bien, on a automatisé, mais on veut aller un peu plus loin. Donc on a connecté ces produits pour extraire des process, des informations, pour extraire des bâtiments, des données. Ça a donné un premier niveau d'amélioration. On a ensuite construit des logiciels pour aider nos clients à visualiser, comprendre, utiliser ces données, agir sur les paramètres des processus. On appelle ça des advisors, ça peut s'appeler des SCADA, des MES, il y a plein de noms différents, mais fondamentalement des softs pour utiliser et comprendre ce qui se passe dans les bâtiments, dans les processus, dans les réseaux électriques. Ensuite, évidemment, on a commencé à se dire il faut stocker, organiser tout ça. La quantité de data est devenue colossale, il faut la contextualiser, il faut l'organiser. Et donc, on est aussi allé dans des systèmes d'organisation et de stockage de données. Et évidemment, l'étape depuis 18 mois, 24 mois, 3 ans, c'est de dire l'étape d'après d'efficacité. Maintenant que nos clients ont des outils pour automatiser leur processus, ont des outils pour extraire les données, visualiser, utiliser, l'étape d'après, c'est mettre de l'AI par-dessus tout ça pour optimiser et vraiment aller dans le point supplémentaire d'efficacité pour plus de sustainability. Et donc, on voit que l'ambition de Schneider Electric par rapport à optimiser des process internes, c'est vraiment plutôt de mettre la data et l'IA au cœur de l'innovation produit. Qu'est-ce que ça a comme implication pour vos clients, dans la relation client, et aussi en interne dans votre organisation ? Oui, c'est très important ça. C'est très bien de faire de l'IA, c'est très bien de faire des modèles fantastiques qui sortent des trucs formidables, mais on sait tous qu'une des difficultés majeures, c'est quand même de passer de modèles très scientifiques, très intéressants, à des modèles qui sont utilisés
pour de vrai, pour réellement impacter, alors nous on dit at scale, à l'échelle, et donc on pense que dans cette démarche que je viens d'expliquer, on peut utiliser la data pour aller vers plus d'efficacité, pour aller vers plus de sustainability, un des moyens de le faire à l'échelle, c'est de l'intégrer dans les produits qu'utilisent les clients tous les jours, de manière à la rendre presque invisible. Il y a un exemple là qui est exactement ce qu'a expliqué Mike pour le véhicule électrique. Je vais prendre un autre exemple qui rejoint un peu ce que disait EDF il y a quelques minutes. On a de plus en plus de clients qui installent sur leur site de la génération de courant électrique avec des panneaux solaires, éventuellement du wind. On voit apparaître de la génération à base d'hydrogène, un peu de batterie pour stocker un peu de courant électrique, un peu de puissance électrique. Et depuis quelques années, dans la séquence que j'expliquais juste avant, on fournit un logiciel qui permet aux gens d'opérer ça. De dire, voilà, on va alimenter l'usine ou le centre commercial ou l'université avec les panneaux solaires, avec le réseau électrique, avec la batterie. Nos clients nous ont dit, c'est bien, ça on le fait, mais mon métier client, moi, c'est d'opérer un aéroport, d'opérer un centre commercial, de gérer une université. Ce n'est pas de choisir d'où vient mon courant électrique. À partir de là, on développe des solutions à base d'intelligence artificielle qui s'appuient sur, alors comme toujours, plein de données, mais ça part de la météo, quel temps il fera demain, ça analyse si c'est pour des solutions building, comment les salles sont occupées, qui est là, qui en gros forecast le besoin d'énergie, forecast ou télécharge le coût à venir de l'énergie de gens comme EDF, et en permanence optimise et prenne la décision en automatique de dire cette énergie que nos salaires produit, je ferais mieux de la stocker pour un usage ultérieur, je ferais mieux de l'utiliser immédiatement, je ferais mieux de la vendre au réseau. Et ce que j'aime bien dans cet exemple, c'est que très souvent, on oppose sustainability et efficacité économique. Et dans cet exemple-là, comme dans beaucoup d'autres, les deux se rejoignent parce qu'en fait, en faisant ça, on permet à nos clients d'acheter leur énergie quand elle est moins chère. Et en général, une énergie moins chère, c'est une énergie plus verte, puisqu'au moment du pic de production, il est en général assuré par des centrales à gaz ou à pétrole ou à charbon qui tournent à plein tube. Et donc l'énergie est en général plutôt plus verte quand elle est plutôt moins chère. Donc voilà, donc ce qu'on fait, là je donne un exemple, il y a l'exemple de la vidéo. En fait, on revisite toutes nos offres en partant du besoin client et en se disant comment est-ce que l'AI peut être intégré de manière simple, efficace et utile pour apporter plus de services aux clients. Donc c'est ça qu'on appelle l'innovation produit ou l'AI dans l'innovation produit chez nous. Je peux peut-être complémenter un peu. Un autre exemple qu'on peut donner aussi de concret au concret, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir vraiment un partenariat end-to-end avec nos clients. Donc on n'est pas seulement dans une relation supplier-client, mais vraiment dans une relation de partenariat. C'est-à-dire que de la création jusqu'à la consommation de la donnée, on travaille ensemble à faire en sorte que c'est gouverné, contrôlé, standardisé, etc. Et en fait, il faut se mettre à la place quand même de nos clients. La semaine dernière, hier, j'étais en Allemagne dans une boîte qu'on vient de racheter chez Schneider Electric qui s'appelle ProLight et qui fait des softs d'optimisation de lignes de production, essentiellement de bière, mais ils font aussi le yaourt. Et ils résument ça assez bien en disant, mais en fait, nos clients, ils veulent pas comprendre l'IA, le soft, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est produire de la bière. Et donc, c'est un peu ça, c'est que il faut vraiment repositionner le client dans ses besoins commerciaux ou ses besoins de business, donc les business requirements. Là-dessus, il y a de la data qui est structurée et comment on met en place la data pour qu'elle soit réutilisée et optimisée et pousser vraiment l'optimisation énergétique, l'optimisation des process, etc. Et vraiment rester dans la notion de on commence par les business requirements, c'est exactement comme ça qu'on arrive à créer des succès avec nos partenaires. En fait, comme si tout le travail d'IA était un peu invisible pour le client. Lui, ce qui compte, c'est le résultat, en fait. Il faut qu'il le soit, en tout cas. Voilà. Il faut que toute la structuration de la donnée soit invisible pour le client. Il faut que tout ce qu'on fasse derrière soit complètement transparent et que le chemin de travail avec Schneider Electric soit le plus smooth possible. Oui. Alors justement, à la fois vous collectez votre propre data, mais vous collectez aussi celle de nombreux clients dans de nombreux pays. Et donc ça pose évidemment des questions assez complexes de gouvernance et notamment de protection de cette data. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place pour adresser ce sujet ?
Alors, on a lancé l'initiative data chez Schneider Electric il y a un peu plus de 3 ans et demi. C'est d'ailleurs, alors on a tous fait de la data avant, hein, faut pas, il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, la structuration, la professionnalisation, en parallèle du digital, pousser vraiment un agenda de data management complémentaire d'un agenda technologique, vraiment basé sur des requirements business. C'est vraiment quelque chose qu'on a lancé il y a donc un peu moins de 4 ans. Et en se disant, maintenant, ce qu'on veut établir chez Schneider, c'est une data-backed execution of strategy. Donc, toutes les décisions, nos décisions et les décisions de nos clients doivent être basées sur de la donnée et pas de l'intuition. C'est un grand défi. Et on traite la donnée, en fait, comme un produit, c'est-à-dire comme un produit qu'on fabrique dans une usine. Donc, on appelle ça la data supply chain. Et alors, on commence par les besoins clients, comme je l'ai dit. Alors, mes clients peuvent être des clients internes aussi, hein, bien sûr. La supply chain est un gros client interne, la finance aussi, les business en optimisation des business énormes. Et donc, ces besoins clients nécessitent de consommer de la donnée. Pour consommer de la donnée, il faut l'avoir créée. Pour pouvoir être réutilisable, il faut l'avoir standardisée. Et puis après, pour passer tout ça à l'échelle d'un point de vue technologique, il faut l'ingérer dans des data lakes pour qu'elle puisse être consommée. Donc voilà, on définit ça comme ça. Et sur chacune des étapes en fait de la data supply chain, on travaille avec nos partenaires. Donc on considère l'écosystème de Schneider, pas seulement les données internes, mais aussi les données de nos partenaires. Et on travaille avec eux en se disant, alors, comment on s'harmonise tous ensemble pour travailler sur le même langage, sur les mêmes méthodes de travail, mais par contre la contextualisation est propre aux différents business. La particularité de Schneider Electric, c'est qu'on n'est pas mono-business model. On l'était il y a 15 ans, mais l'entreprise a plus de triplé sa taille en 15 ans. Et ça s'est passé par une vraie diversification du portefeuille. Donc on est parti d'une boîte de produits qui vend des produits à des distributeurs, à une boîte qui fait des produits, des projets, des services et des softs. Et la transversalité en fait de la gestion de la donnée à travers tous ces business models, c'est ce qui est assez complexe pour Schneider, mais c'est surtout ça qui fait la valeur pour notre client. Et pour être sûr que la contextualisation proche de nos clients se fasse correctement, alors on est dans un modèle hybride. Moi, je gère le Data Office Corporate qui définit la stratégie, les méthodes de travail, le one-stop shop de la data, enfin bref, tous nos points communs. Par contre, on a un network de maintenant 28 Data Office, pour être très précis, dans nos pays, dans nos fonctions, dans nos lignes de business, de data officers et leurs équipes qui contextualisent la stratégie data dans la réalité de nos clients. Ça fait combien de personnes en tout, à peu près? Question piège. Moi, j'ai un peu plus de 200 personnes au corporate. Et puis, les 28 data office ont des équipes qui vont de 10 à 60 personnes. Ouais. La supply chain, par exemple, parce que bon, quand même, on produit quand même beaucoup de choses. Eux, ils sont très équipés. Ils ont 80 personnes à peu près dédiées sur les différents piliers de la supply chain, le procurement, le manufacturing, etc. On voit que vous avez beaucoup de talents qui s'occupent de la donnée. Vous avez aussi beaucoup de talents dans le hub IA de Schneider. Donc la question un peu classique sur les talents, vous êtes confrontés aux mêmes difficultés que les autres groupes. Comment vous faites pour les attirer et les retenir? Et puis est-ce que vous avez testé des modèles opératoires ou des modèles de gouvernance qui vous semblent plus efficaces? Bon, évidemment, on a tous des difficultés. Il y a une rareté de talent. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que tout le monde le sait. Bon, Schneider, on a un petit peu de chance, c'est qu'en étant positionné sur la sustainability, on a une belle mission à proposer. Donc ça nous aide. Il n'y a pas trop de sujets. Après, du coup, effectivement, on a pensé nos organisations en ayant en tête à la fois le fait qu'il fallait qu'elles soient capables de livrer, mais aussi qu'elles soient capables d'attirer des talents. Et donc, je reviens à ce que disait Aurélie à un moment. Quand on fait de l'IA chez Schneider, on s'est vraiment astreint de dire on le fait en partant du business case. C'est-à-dire on le fait pour une valeur, ça peut être une valeur de sustainability, une valeur de rentabilité, une valeur d'efficacité, mais on part d'un business case. Et donc à partir de là, on s'est dit comment est-ce qu'on va y arriver? Pour y arriver, il nous faudra d'une part des talents, des gens compétents en data, des gens compétents en intelligence artificielle, et il nous faudra aussi de l'expérience métier, parce que finalement, c'est quand même la combinaison des deux qui apporte vraiment la valeur. On adorerait recruter des data scientists qui ont fait 30 ans d'énergie management, mais il n'y en a pas. Donc on a choisi un modèle qu'on a appelé un modèle de hub and spoke. Alors tout le monde a dit ça, donc je vais essayer d'expliquer un peu mieux chez nous ce que ça veut dire. Ça veut dire que d'un côté, on centralise dans un hub les compétences techniques et AI. Et ça permet quand même pas mal, d'une part, de construire rapidement une forte compétence.
Ça permet d'autre part d'attirer les gens parce qu'il y a une masse critique. Il y a la possibilité de travailler sur plein de sujets différents. Il y a la possibilité d'évoluer dans le monde de la data. Donc voilà, on crée ce groupe qui permet d'attirer les compétences. Et après, pour associer ce besoin de dire on travaille sur des business cases et pas pour de la techno pure. Et on a aussi le domain knowledge, on s'appuie sur des méthodes agiles, le concept de squad. On identifie avec une ligne de produit, une business unit, une fonction, un besoin sur lequel on pense que l'AI peut aider. On met en place ce squad team avec des gens qui viennent de l'AI Hub avec des compétences très techno, très artificial intelligence, des gens qui viennent du métier concerné avec la capacité à l'intégrer dans l'offre, la capacité à l'amener sur le marché, la capacité à le déployer dans l'entreprise. Et ce squad, après, il n'est plus AI Hub, Spoke, fonction, il est en charge de livrer, comme toute bonne équipe agile, une solution qui fonctionne et de s'organiser pour que ça marche. Donc c'est comme ça qu'on s'est organisé. C'est un gros pari qu'on a fait quand on a lancé ça, parce que c'est vraiment pas évident. Ça marche pas mal. Grâce à ça, on arrive à attirer, à livrer des business cases et à mêler domain knowledge et AI knowledge de manière relativement efficace. Après, rien n'est parfait, mais bon. Vous avez combien de hubs ? Alors, on a 3 locations, enfin 3 endroits, je suis dans le franglais, je suis désolé. On a 3 endroits, on a des gens à Boston, en France et à Bangalore. Je dis 3, je fais toujours une blague parce que chez Schneider, on a une ville qui n'existe que chez nous, qui s'appelle Paris-Grenoble, qui est une espèce de mélange de 2 villes, donc on a en vrai presque 4 endroits. Et aujourd'hui, on est 250 à faire de l'AI dans le hub, et avec les spokes, je pense qu'on double quasiment l'ensemble des gens qui travaillent sur les sujets. Aurélie ? Alors, sur la partie RH, en fait, je pense qu'il y a 4 success factors en fait, qui fonctionnent. Le premier, c'est, comme le disait Philippe, c'est la mission de l'entreprise. Et c'est sûr que chez Schneider, les gens viennent travailler pour nous, pour faire partie de la solution. Et ça, c'est quand même chouette. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas beaucoup besoin de... on a fait beaucoup d'efforts dans le passé qui payent maintenant. Et donc, on s'en réjouit tous. Voilà. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut construire des ponts. En fait, ce qui fait la force de toute entreprise industrielle, nous, ça fait 150 ans qu'on existe, donc on a su se réinventer de nombreuses fois. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à être successful dans cette réinvention et cette nouvelle révolution industrielle. Et pour construire des ponts, il faut valoriser chacun et valoriser en fait la connaissance métier, comme le précisait Philippe, parce que c'est grâce à cette connaissance métier qu'on arrive à créer des nouvelles offres, des nouveaux modèles. Donc il faut être suffisamment flexible au sein de ces équipes en disant non, mais il n'y a pas d'un côté le digital, la data, l'IA qui sont cool, et les autres, non, on est en méthode intégrée. Donc ça, c'est le deuxième point, ce qui permet en fait de créer des nouveaux métiers. Par exemple, dans l'environnement, il y a pas mal de régulations autour de l'environnement, on a des déclarations à faire, etc. On a des experts en environnement qui nous disent, bon voilà, Aurélie, les produits low carbone, très bien, low carbone. Mais alors low carbone pour le master pack, c'est quoi ? Low carbone pour les boutons poussoirs, c'est quoi ? Voilà. Et c'est ça qu'il faut définir. Et donc, c'est des nouveaux métiers. Et puis après, il y a classique upskilling. Nous, on est une boîte de manufacturing. Donc, les process, on est assez fort. La gestion de la data et la data supply chain, c'est énormément de process, de qualité. Donc, c'est rien de nouveau sous le soleil. Et donc, comment on met en place, en fait, comment on valorise ce qu'on s'était faire très bien sur un nouvel objet qui s'appelle la data. Voilà. Vaste programme. Écoutez, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.